Salut à toi, et bienvenue à la Fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques, et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard, et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi, et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'oncle Ben, un sorcier passionné et passionnant, qui a à cœur de partager ses connaissances. Initié au houdou louisianais et dédié à Marie Laveau, dans cet épisode, Ben remet les points sur les i d'une magie trop souvent fantasmée et incomprise. Alors, sans plus attendre, je te laisse découvrir ce portrait authentique du houdou. Eh ben, salut Ben. Salut. Ça me fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast. J'ai beaucoup entendu parler de toi en bien, et tu as l'air d'être une belle personne, et j'avais vraiment envie d'apprendre à en savoir un peu plus sur le houdou, parce que pour le coup, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et ça m'a l'air d'être une belle pratique, et voilà, et je pense que c'est bien aussi d'ouvrir le champ à de la nouveauté. Oui, merci de m'accueillir. Hein, c'est clairement cool. Et c'est vrai que le houdou peut. Il faut l'avouer que c'est un peu cracra quand même. J'ai hâte de savoir. C'est un peu cracra, mais c'est vrai qu'elle suit une philosophie, une histoire qui est vachement intéressante et qui nous parle même nous en tant qu'Européens, quoi. Trop bien, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant, je vais te poser la petite question rituelle. Comment est-ce que toi, personnellement, t'es rentré dans le monde de la sorcellerie, si je puis dire, ou tu mettras un autre mot si tu veux. Et voilà, et ça raconter un peu comment t'en es arrivé là. En fait, j'ai grandi dans une famille qui pratiquait, façon de parler. Ma grand-mère faisait des petits trucs, elle enlevait le coup d'œil, comme on dit par chez nous, donc elle enlevait le mauvais œil, elle faisait des sachets de protection, etc., etc. Donc dès très jeune, j'étais dans un environnement hyper croyant, croyant dans ce genre de pratique. Puis donc il y a eu mon père aussi qui était un agnostique convaincu, mais en même temps, il était un magnétiseur et rebouteux, donc c'était un peu chelou, mais il était militaire, donc en fait j'ai vraiment été dans un environnement un peu chelou. Je veux dire, mon père était militaire, il était communiste à la fois, ma mère elle était 68arde et à la fois nationaliste, donc tu vois un peu la famille comme elle est un peu assez on est vraiment des cas particuliers de dédoublement de personnalité dans notre façon de penser, et donc autour de ça il y avait vraiment cette notion où on pratiquait, ou en tout cas des personnes dans la famille pratiquaient certains trucs, et en même temps on n'y croyait pas, ou on essayait de prétendre qu'il y avait peut-être quelque chose de différent. Et vers l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai rencontré une dame qui est devenue une sorte de grand-mère de substitution. C'est ma grand-mère paternelle. Je l'ai jamais connue. Elle m'a jamais aimé, donc automatiquement j'ai jamais créé de lien avec. Et cette dame pratiquait vraiment la magie des campagnes et choses comme ça. Donc voilà, donc elle m'a appris quelques petits trucs, ma grand-mère aussi, mon père aussi. Donc j'avais déjà mis les pieds, on va dire, dans tout ça très jeune, et vers l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est là où je me suis dit c'est fait pour moi, quoi. Réellement, là c'était vraiment mon objectif de vie, il fallait que je bosse dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai un peu bâclé mes études, je suis cassé à Nantes. j'ai fait parce que je suis originaire du sud de Marseille, donc à côté de Marseille, de La Ciotat. Donc je suis parti vivre à Nantes, j'ai ouvert ma boutique ESO. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont enchaînés. Après, j'ai été initié dans la Wicca traditionnelle, donc une branche de la Wicca gardnerienne qui s'appelle la New York Wicca Tradition. Après, dans la Minoan Brotherhood, une sorte de tradition sorcière, style Wicca-like pour les hommes qui aiment les hommes. Et puis petit à petit, j'ai moi-même évolué, avancé. J'ai rencontré mon fiancé qui vit en Louisiane et j'ai découvert le houdou, le sujet d'aujourd'hui. Et là-bas, j'ai été formé par des locaux. Donc déjà, mon fiancé m'a un peu rentré dedans parce que lui pratique ça depuis qu'il a l'âge de 15-16 ans. Ça fait partie c'est un peu la magie des campagnes de Louisiane. Donc c'est quelque chose de base dans l'apprentissage. Et ensuite, il m'a fait rencontrer des gens et j'ai pu apprendre beaucoup sur place. Ok, trop bien. C'est vachement intéressant ce côté... que t'aies eu cette vision hyper jeune et que tu sois allé direct dedans et que t'aies senti cet appel, quoi.
Clairement, et j'ai été élevé sous une optique. Enfin, j'ai toujours dit, hein, j'ai eu les meilleurs parents au monde, parce que mes parents, même, ils étaient toujours dans une sorte d'opposition politique, pensée, réflexion, éducation, etc., etc. Mais ils étaient toujours dans un échange. C'était pas vraiment, c'est vraiment un vrai échange. Il y avait ce côté, en fait, j'ai un côté un peu avocat du diable que mes potes apprécient ou détestent selon les cas. Ils me disent t'es un troll, c'est littéralement ça, parce que j'ai vraiment cette vision-là où je vais pas aller totalement je suis pas un croyant pur et je suis pas un non-croyant pur, en fait. Il y a une phrase que mon père me répétait toujours, c'est il faut y croire sans y croire tout en croyant. Voilà, et littéralement c'est quelque chose qui le doute permet d'être libre, de pas tomber dans une doctrine tout en voilà, on peut accepter une doctrine tout en disant quand même il y a quelque chose qui cloche dedans, mais je l'accepte, mais tout en gardant l'esprit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui m'a permis vraiment très jeune d'apprécier finalement les magies, d'essayer d'en comprendre un sens. Et voilà, je suis fan de science, donc je veux dire aussi, je suis hyper croyant, je crois aux fantômes, aux trucs comme ça, genre je crois aux apparitions d'objets, alors que scientifiquement il y a aucune explication, parce que c'est d'expérience personnelle. Et parallèlement, je suis un fan de science. Je rentre pas sur des débats à la con, mais voilà, pour moi la science c'est quelque chose d'essentiel, et pourtant en même temps je vais être un croyant des trucs qui sont pas scientifiquement prouvables, et pourtant je vais dire ça existe, mais si un scientifique me dit ça n'existe pas, je vais croire le scientifique même si je sais que ça existe. Donc c'est vraiment le côté un peu double pensée. Après en même temps je suis Gémeaux aussi, ça aide, mais éducation plus mon signe, je pense que ça a permis de garder ça. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il y avait une nouvelle personne dans ma vie qui rentrait avec des nouvelles formes de magie, je me suis intéressé vraiment profondément à la pratique. Et pour moi, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens pratiquent, et voilà. Trop bien. Effectivement, j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est important d'avoir un genre de foi un peu ouverte, c'est-à-dire je suis très croyant dans ce qui me parle et ce qui fait sens dans mon cœur. Et en même temps, je me laisse l'opportunité de remettre ça en question et d'ouvrir à autre chose. Toujours. Et effectivement, ouais. Toujours. Surtout, par rapport au doux, mais dans ma vie de tous les jours, à chaque fois, j'ai fait face à des personnes qui ont des croyances ou des pratiques qui sont complètement à l'opposé de moi, qui me dégomment au niveau de mes croyances de base, et il faut s'ouvrir à ces possibilités. Quand une personne nous prouve par A plus B que tout ce qu'on croyait à l'époque était faux, il faut l'accepter, et en fait il y a c'est une évolution, hein, c'est avancer, mais ça veut pas dire que je ne rejette pas mes anciennes croyances. Je donne l'exemple pour la Wicca avec Margaret Murray. La théorie de Margaret Murray, on sait que c'est du bullshit, on sait qu'il n'y a jamais eu une religion ancienne depuis l'Antiquité qui a survécu jusque dans les années 50, on sait que c'est faux. Mais par contre, c'est un conte, une légende qui me plaît bien. Donc, je continue à la croire, mais en même temps, j'y crois pas. C'est comme le fait que certains vont croire que Jésus est né d'une vierge. On sait que biologiquement, c'est pas possible. Des croyants savent que c'est pas possible, mais ils adorent l'idée. Voilà. Et donc, ils croient à cette idée, mais ils ne seront pas offusqués si on leur dit, mais non, c'est bullshit, quoi. Oui, c'est la lecture symbolique qui apporte aussi son lot de nourriture. C'est ça, et c'est ce qui en tout cas, qui nous plaît, qui nous rapproche. Enfin, on a cette notion de, c'est comme un beau conte, hein, c'est comme une belle légende. Ça nous plaît, ça nous parle, ça nous renforce, ça nous guide, mais ça veut pas dire qu'on va décapiter des têtes parce que quelqu'un nous dit que c'est bullshit et nous prouve que c'est bullshit. Oui, c'est faux, mais est-ce que ça me fait grandir? Ouais. Est-ce que ça me met pas des œillères et est-ce que ça me rend pas aveugle? Non. Alors j'avance, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir que ça reste un chemin d'évolution et que il faut se laisser aussi l'opportunité de bouger, quoi. C'est ça. Il faut pas rester bloqué. Hein. Il faut surtout pas rester bloqué. Enfin, en tout cas, ça a toujours été ma philosophie du aller vers l'autre, aller vers l'inconnu, échanger, partager, ne pas juger. C'est comme ça aussi que j'ai pu rentrer dans le houdou assez facilement. Même si j'avais un fiancé qui est louisianais.
quand quelqu'un te parle et te balance un truc et t'es en mode non mais en Europe c'est pas ça. Voilà, c'est le principe des living gods, comme ils disent eux, les dieux vivants. C'est pas un truc qu'on a en Europe, et pourtant c'est un truc qui est très présent en Louisiane, dans la culture louisianaise, et en tant qu'Européen, on dit mais c'est de l'irrespect. Et ben non, en fait non, c'est du respect. Et en fait c'est ce genre de déconstruction que je tente à chaque fois de faire. J'aime bien me mettre avec des gens opposés à moi, des pensées, des croyants opposés à moi. Voilà, j'ai ma meilleure amie pendant que j'avais 25 ans, enfin entre 25 et 27 ans, j'avais une amie très très proche qui était raélienne, donc elle avait une philosophie totalement what the fuck. Je n'y croyais pas du tout, mais elle dégommait mes croyances parce qu'elle avait une pensée hyper scientifique alors que c'était pas très scientifique, mais une pensée très scientifique. Et moi, à l'inverse, je dégommais aussi ses croyances. Et en fait, on s'apprécie énormément pour cet échange-là. C'est vraiment trouver quelqu'un à l'opposé. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire, et c'est comme ça en fait que j'aborde l'ésotérisme, la magie. Je vais être très à fond sur quelque chose, mais ça m'empêche pas de me retrouver face à quelqu'un qui est opposé et qui me dit c'est de la merde ce que tu fais. Et je vais être très méditerranéen, hein, donc je vais gueuler. Hein, je vais dire ça, c'est mon côté un peu sans chaud, mais à la fin, je vais dire là, on va boire un café. Voilà, c'est le côté voilà, comme je dis à mes amis, c'est pas parce que je vous gueule dessus, je vous insulte, que je vous déteste. Au contraire, si je vous gueule pas et je vous insulte pas, c'est que je vous haïs, parce que généralement c'est ça. Mais voilà, on va avoir des tensions houleux, voilà, des techniques de magie de base, hein, genre la loi de l'attraction par exemple. Dernièrement, c'était avec une personne où on s'est pris le chou sur ça, et mais vraiment violemment, hein. Puis 5 minutes plus tard, bon, on va boire un café, allez, on va boire un café. On a bu un café, on a parlé de mecs, et puis voilà, c'est passé autre chose, quoi. Et j'ai appris des choses, et elle-même, et on a évolué sur notre façon de penser et évolué, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant, et effectivement c'est peut-être une énergie un peu Gémeaux, comme tu disais, d'arriver à faire la passerelle entre quelque chose qui est complètement opposé à mes croyances et qui est complètement à une autre culture, et essayer de, justement, en discutant, en dialoguant, d'essayer de trouver une note fondamentale qui permet de réunir un peu l'ensemble, et je trouve ça intéressant comme exercice à faire, hein. C'est ça, il faut, en tant que... Enfin, si on s'intéresse à la sorcellerie, à la magie, à l'ésotérisme en général, à la spiritualité, avoir un état d'esprit hyper ethnologue, quoi, hein. Il faut vraiment... on rentre dans quelque chose, il faut jamais faire de parallèle déjà au début avec nos croyances et notre culture. Il faut toujours être dans une optique un peu vague, et dire voilà, je vais essayer d'apprendre comment eux voient le monde, comment leur cosmogonie, leurs croyances, leur machin. Et après, lorsqu'on est intégré dans cette culture, qu'on la comprend, là on peut faire des parallèles. Mais il y a une expression en Louisiane qui dit on peut pas remplir un verre qui est déjà plein, quoi. Il faut vider son verre, donc de toutes nos croyances, de tout notre truc, pour remplir le verre de nouvelles connaissances. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire comparer à ce qu'on connaissait jusqu'à présent, quoi. Et c'est hyper important. Enfin, en tout cas, je vois que quand on s'intéresse à l'ésotérisme, il faut toujours avoir cet état d'esprit hyper ethnologue, quoi, du monde. En évitant le racisme, parce que l'ethnologie est des fois un peu raciste. Effectivement, ouais. Justement, c'est une super transition. Pour moi qui n'y connais rien en Houdou, j'aimerais bien que tu me parles un peu peut-être de l'histoire, de comment c'est né, comment ça arrive. Le Houdou en lui-même, enfin, il faut comparer le Houdou à notre magie des campagnes, pour faciliter un petit peu la pensée. C'est une magie des campagnes, en fait, qui est née, enfin une sorte de magie des campagnes qui est née dans le delta du Mississippi à l'époque du commerce triangulaire. Donc on sait au niveau historique et que les États-Unis s'est construit via ce commerce triangulaire. Donc des bateaux partaient d'Europe, allaient récupérer des esclaves en Afrique, enfin des personnes en Afrique qui étaient mis en esclavage et qui étaient amenées au Nouveau Monde, et qui repartirent en Europe avec l'argent, les épices ou quoi que ce soit. Donc il y avait ce commerce-là, et en fait le Houdou est né littéralement dans le delta du Mississippi, à côté de la Nouvelle-Orléans actuelle. Il y a eu la culture, on va dire africaine, et la culture locale américaine, donc enfin française pour le coup là, et amérindienne, qui se sont fusionnés pour donner en fait cette forme de magie. C'est une magie qui est vraiment liée à la culture
la survie littéralement. Donc il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane pour en comprendre, parce que la Louisiane à la base c'était un territoire français. Elle a été après devenue un territoire espagnol, pour après redevenir française, pour devenir américain, lorsque Napoléon a vendu la Louisiane. Lorsqu'il y a eu la vente de la Louisiane, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient, seuls les blancs protestants avaient des droits. Les autres étaient considérés comme le N-word, je vais pas le citer, mais donc étaient considérés comme noirs tout simplement, même s'ils étaient blancs, et étaient considérés il y avait vraiment une classification sociale un peu pyramidale, avec les blancs protestants au-dessus, en dessous il y avait les blancs catholiques, et en dessous il y avait les esclaves, les anciens esclaves qui ont été libérés entre-temps, et les esclaves, et en dessous il y avait le peuple cajun, on les appelait les Kunas précisément, en gros les culs de ratons laveurs. Donc c'est hyper raciste comme terme, parce que les ratons laveurs en fait sont considérés comme des animaux qui fouillent dans les poubelles, et c'était le nom qu'ils donnaient aux esclaves, aux esclaves libérés. Donc c'est-à-dire c'était encore plus inférieur que les esclaves, et que les hommes de couleur libre et femmes de couleur libre. Et en fait, c'est lorsque les Anglais ont vraiment pris le pouvoir sur la Louisiane, qui ont essayé de détruire finalement la culture créolisée de la Louisiane, que le houdou est né à 100%. C'est là où les peuples opprimés, donc les affranchis, donc les Afro-Américains affranchis, les Cajuns et les Amérindiens qui se sont regroupés pour pouvoir essayer en tout cas de vivre ensemble, d'une cohabitation, et de cette cohabitation est né un mélange culturel de croyances, de pratiques, et le houdou est né dans cette optique-là. Donc avant que la Louisiane soit anglaise, c'est important aussi de comprendre, c'est que il y avait des dérogatives, on va dire, des choses qui permettaient de rendre, qui faisaient que la Louisiane était un endroit particulier et hyper en avance. Il y avait par exemple les couples interraciales qui étaient autorisés. Les femmes noires pouvaient se marier avec des hommes blancs riches souvent, et lorsque le mari mourait, elles héritaient de tout. Donc on voyait des femmes de couleur libre, on les appelait comme ça, qui étaient propriétaires d'esclaves et qui étaient multimillionnaires, en tout cas comparé à l'époque. Il y avait des maîtres de plantation qui avaient des mignons, ou 1 mignon précisément. C'était le nom donné à un garçon-homme qui officiellement adopté, qui héritait tout du mec, du maître de plantation à sa mort, mais en fait ils avaient une relation amoureuse, quoi. C'est juste officiellement pour qu'il voilà. Et il y a eu plein de trucs, d'histoires comme ça un peu chelous en Louisiane, et qui faisaient qu'on appelait surtout à la Nouvelle-Orléans la Big Easy, la grosse facile. La prostitution était légale, les prostituées étaient très riches. Ils avaient un pouvoir politique aussi, et c'était aussi des magiciennes, des sorcières. C'est ce qui ils pratiquaient la sorcellerie, le houdou. Le houdou, c'était la magie vraiment des classes sociales pauvres, et qui réussissaient grâce au houdou à s'élever socialement parlant. Donc c'est vraiment une magie liée à la souffrance historique et à la comment dirons-nous, aux besoins. C'est pas une magie qui aide à s'élever spirituellement, mais plutôt à s'élever matériellement, à ne plus penser aux factures, ne plus penser à la souffrance, etc., etc. Trop bien. C'est passionnant, l'histoire de la Louisiane. Je connaissais pas tout ça. Et je l'ai résumé. Ouais, j'imagine. Ouais. J'ai résumé parce que ça prend vraiment des heures à en comprendre. Rien que le commerce triangulaire, ça prend des heures, mais rien qu'après on s'intéresse en profondeur à la Louisiane, on voit que c'est un lieu qui a été à la fois une notion de beaucoup de souffrance et beaucoup une philosophie de vivre l'instant présent. C'est vraiment l'idée du YOLO, littéralement. Et il continue même de nos jours. Je vois mon fiancé. Quelqu'un est mort, il est triste, 1 heure plus tard, allez, on va faire la fête. Et ça m'a choqué la première fois, mais en fait, c'est ça, il y a eu tellement de morts dans l'histoire, il y a tellement de souffrances que ils ont appris à faire la fête, et on le voit, par exemple, dans les enterrements typiques de la Nouvelle-Orléans.
quelqu'un meurt, il y a toute une marche funèbre qui est assez triste, on enterre le corps, allez c'est bon, c'est réglé, ils font la fête, c'est genre littéralement la fête, les gens voilà, ils se beurrent total, ça s'envoie en l'air dans tous les sens, tout le monde, on autorise tout ce qui est possible ce jour-là pour finalement passer le deuil, quoi. Et ils continuent leur vie normalement. C'est assez particulier, mais et le houdou suit cette optique-là, cette philosophie-là en tout cas. Trop bien. Bon, en tout cas, si les bonnes personnes m'entendent, je veux ce genre d'enterrement. Moi j'ai réglé, hein, moi j'en ai parlé à ma famille. Hein, je connais déjà le groupe qu'il faut appeler. Trop bien. Mais c'est intéressant effectivement de reconnaître la célébration aussi de ce moment-là et de pas oublier qu'on est humain et qu'on est vivant et qu'il faut en profiter. C'est ça, et surtout dans la philosophie, la croyance houdou et louisianaise, ils pensent que après la mort, on est libéré de nos chaînes, on est libéré on est un être spirituel. Donc au contraire, il faut célébrer le fait qu'on arrive à passer une étape important de notre vie, quoi. On célèbre les naissances, alors pourquoi pas les morts, et enfin la mort. Donc c'est vraiment sous cette optique-là et c'est une philosophie que j'apprécie énormément. Carrément, ouais, ça offre un nouveau regard effectivement sur la mort. Ouais. C'est ça. Du coup, dans ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est né de beaucoup de souffrance, qui est né aussi d'un brassage et d'une mixité de beaucoup d'autres choses. Et c'est vachement intéressant de voir que, effectivement, comme tu disais, c'est quelque chose qui répond à un besoin de survie et qui est très matériel. C'est vachement intéressant. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment aujourd'hui la houdou dans quelque chose qui, nous occidentaux, j'ai plus l'impression qu'on est dans cette question de survie. Comment t'arrives à faire le lien entre comment le houdou peut nous servir aujourd'hui, nous, dans notre société, ou pas d'ailleurs? On est toujours dans la survie. On n'est plus peut-être physiquement attaché avec des chaînes, mais on l'est professionnellement parlant. On a toujours besoin que notre mari ou notre femme nous apprécie réellement, nous aime au plus profond. On veut toujours chercher un mariage heureux et pas un mariage d'intérêt. Ou inversement, hein, il y en a qui préfèrent même un mariage d'intérêt. Je ne juge pas. Voilà, il y a tout ce truc. En fait, on est toujours dans le besoin de survie malgré que notre vie moderne nous facilite beaucoup de choses. On a besoin toujours de se protéger contre les mauvaises langues, se protéger contre les ennemis, se protéger contre un patron qui nous fait un peu trop chier. Alors, je suis très vulgaire, désolé. Pas de souci, c'est ok pour moi. Et voilà, on a vraiment ce besoin important de survivre à travers notre monde moderne malgré tout. Les choses ont changé, les besoins ont changé, mais ils sont toujours là. Le houdou est hyper capitaliste. C'est dommage de dire ça, mais ça fait partie même de l'esprit du houdou parce que tout est payant, rien n'est gratuit. On fait une demande, donc on fait des demandes aux esprits, hein, à Dieu lui-même, aux archanges et aux esprits, parce que c'est une pratique magique hyper chrétienne et voire catholique pour le houdou de Louisiane. Mais il y a un prix à payer à chaque fois. Il y a vraiment un prix à payer, c'est jamais gratuit et le prix généralement on va essayer de le fixer à l'avance ou des fois si on est désespéré on dit ton prix sera le mien et on doit l'accepter. Et ça peut être des choses assez graves, je veux dire, il y a des gens qui ont fait des fausses couches pour certains sorts et c'était le prix à payer. Il y en a qui ont eu un accident très grave et sont vidés de leur sang, c'était le prix à payer. Il y en a, ça va être juste, il va rêver de l'esprit qui va dire habille-toi en jaune et fais le poussin en plein milieu de la rue pendant une heure. Et pendant une heure, tu fais le poussin. Et des fois on rigole parce que quand ça arrive, des fois on se dit, attends, non, ils se prennent pour eux. Enfin, vraiment, ils se foutent de notre gueule, quoi. Mais en fait, voilà, il faut le faire. C'est le prix à payer. Donc ça reste capitaliste. C'est jamais gratuit. Mais même de nos jours, on a vraiment besoin de on a toujours besoin d'un sort pour améliorer sa vie financière, on a besoin d'un sort pour améliorer sa vie sentimentale, professionnelle, familiale, etc., etc. Donc c'est des préoccupations humaines universelles, quoi. C'est intéressant cette question de pacte assez faustien d'ailleurs au final.
Clairement. En Louisiane, il y a le diable aussi, hein, dans le houdou. Bah ouais, forcément. Dans le houdou, il y a vraiment toute une culture du pacte, du diable, de ce qu'on appelle on l'appelle le Jean Bouc. Jean comme une personne ou Jean comme le prénom. Le Jean Bouc, c'est littéralement le diable, c'est l'esprit des carrefours. Qui exauce toutes les prières. En Louisiane, ils disent tu pries Dieu, et si Dieu veut pas, tu vas prier les saints. Si les saints veulent pas, tu pries les ancêtres, et si les ancêtres veulent pas, dernière solution, hein, Jean Bouc. Pas de choix aujourd'hui, c'est ça. C'est ça, et il y a toujours cette notion où les secrets restent des secrets dans un carrefour. Donc voilà, tu passes par un carrefour, tu tapes au sol, tu pries Jean Bouc, tu dis voilà, j'ai besoin de ça. Genre c'est un truc horrible, hein, que tu oserais pas dire ça dans une église, mais Jean Bouc l'exaucera. Bon, après il y aura un prix à payer, mais ouais, c'est intéressant cette question d'échange équivalent. C'est vrai qu'on a effectivement alors moi je suis dans une spiritualité très ascensionnelle pour le coup, effectivement, et donc je connais très peu cette spiritualité cette magie du besoin et de la survie. Je trouve ça passionnant du coup. Est-ce que tu peux nous en parler, dire un peu plus sur comment ça fonctionne, peut-être concrètement ou pas? Oui, en fait, il y a plusieurs. En gros, le houdou, c'est vraiment, il faut l'approcher comme la magie des campagnes européennes, sur sa pratique de base. En somme, ça fonctionne sur le principe de prière, de chandelles allumées, d'offrandes, etc., etc. C'est vraiment un truc assez universel pour ce point-là. Par contre, c'est à qui on va s'adresser. Avant tout rituel, en fait, on a un rituel de préparation que j'ai appelé le rituel d'ouverture, parce qu'ils n'ont pas de nom pour ça. Pour eux, en Louisiane, ils n'ont pas de nom. C'est un rituel qui est composé de prières essentiellement, qui va servir à vous protéger de tout esprit qui pourrait venir par là et profiter de ce qu'on va en train de faire. Parce que le houdou, on communique et généralement on contacte essentiellement certains esprits, donc Dieu, les archanges, mais aussi les ancêtres, les esprits, etc. Et vu qu'on envoie un appel dans le monde des esprits, il peut y avoir des esprits farceurs, donc c'est la traduction française, des esprits farceurs qui vont débarquer et se faire passer pour ces esprits-là, ou même Dieu des fois. Donc on va faire un rituel d'ouverture qui va permettre vraiment de poser les bases, de purifier le lieu et de prier finalement. On demande l'appui, la force, la protection de Dieu lui-même, des archanges, de la Sainte Trinité, des archanges, surtout l'archange du jour. Et souvent, on ajoute une prière aux ancêtres ou une prière à certains esprits saints, ou des saints ou autres qu'on est proche. Voilà. Et ensuite, on va ritualiser, on va réaliser un rituel. Et ce rituel, en fait, c'est vraiment suit la philosophie de la magie de sympathie et de la magie de contagion. C'est vraiment la base du houdou. Donc, on va reproduire symboliquement des besoins, on va reproduire symboliquement des désirs. Par exemple, les sorts de rapprochement, on va prendre 2 chandelles qui va représenter la personne et une chandelle qui va nous représenter nous, et on va les rapprocher petit à petit, jour par jour. On les allume et on les rapproche jour par jour pour faire un sort de rapprochement, par exemple, ou inversement. Tout ça, on fait tout cela devant le regard d'esprit qu'on aura invoqué avant, bien sûr. Et voilà. Et on va faire ça, c'est surtout c'est des sorts qui durent 7 jours. C'est pas un truc, un seul jet, c'est bon, c'est pendant 7 jours, on va ritualiser. Et au bout de 7e jour, le sort est lancé, les esprits vont travailler, on dit comme ça, hein. C'est le vocabulaire. Les esprits vont travailler et nous, on continue avec nos occupations et les esprits vont travailler, le rituel va se concrétiser et à la fin de ça, automatiquement, on va devoir payer le prix qu'on a fait, quoi, qu'on a demandé, quoi. Donc c'est vraiment cette structure-là essentiellement. Après, il y a des variantes, bien sûr, selon les régions. Par exemple, le houdou louisianais est différent légèrement du houdou du Tennessee, par exemple. Donc, il va avoir des variantes régionales. Il va même avoir des variantes selon le rootworker, parce que certains vont pratiquer essentiellement des magies dites des chandelles. Donc, on va utiliser différentes chandelles, de structures de chandelles. Il y en a qui vont utiliser des magies du style magie des cartes. Donc, on va utiliser des cartes à jouer au tarot pour jeter des sorts. Il y en a qui vont utiliser des magies, ce qu'on appelle les catins. Donc, c'est le nom créole et louisianais pour dire poupée.
Donc c'est assez rigolo aussi. On a un vocabulaire assez différent, c'est assez rigolo. Mais donc les catins, en gros la magie des catins, donc c'est des poupées, donc etc., etc. Donc il y aura des différentes pratiques et vraiment une parallèle qui peut se faire, c'est vraiment avec cette parallèle de magie des campagnes. Sauf que au lieu d'aller directement demander nos prières dans magie des campagnes, on demande à Dieu, aux saints et au Dieu archange et aux saints. Généralement c'est ça en France. En Louisiane, ils vont plutôt aller vers les esprits appelés Jean et Jeanne, qui pourraient être associés aux esprits de la nature, mais c'est pas réellement ça, et aux ancêtres. Et par exemple, les Jean et les Jeannes, c'est littéralement les esprits des émotions. T'as Jean de la chance, Jean de la colère, Jean de la fortune, Jean de voilà, ou Jeanne, parce qu'ils ont pas de sexe, enfin ils ont pas de genre, donc automatiquement chaque personne va le ressentir selon le genre qui lui est propre. Mais par exemple, il y a Jeanne de l'amour qu'on va invoquer et appeler pour les sorts d'amour, etc. Et c'est l'esprit de l'amour en fait, mais qui est non identifié. Donc il y a toute une croyance autour de qui elle est, d'où elle vient, enfin qui il ou elle est et d'où elle vient. Mais voilà, on va travailler plutôt essentiellement sur ces esprits-là, donc les esprits des Jean et des Jeannes, et aussi sur les esprits des ancêtres. Qui voilà, c'est les deux forces les plus importantes à aller chercher en Louisiane. Et ça fait partie de la philosophie louisianaise où il y a une sorte d'adage qui dit que c'est l'histoire d'un homme qui voulait une voiture pour aller au boulot et il va prier Dieu, il dit Dieu, voilà, je voudrais une voiture, est-ce que tu peux m'aider? Et Dieu il dit écoute, j'ai autre chose à foutre, je dois éviter que le soleil vous explose dans la tête. Je peux pas rien te demander, je peux rien faire. Donc il va voir les saints et les archanges et leur dit voilà, je voudrais une voiture pour aller au boulot, et les saints et les archanges répondent Dieu t'a fait des pieds, tu peux aller à pied. Donc il est désespéré, il va voir les esprits de la nature, les Jean et les Jeannes, et il dit les Jean et les Jeannes, s'il vous plaît, voilà, je suis désespéré, j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. Et ils disent bah tu vois le cheval là, dresse-le et il t'aidera à aller au travail. Donc, il a un peu marre, il passe devant un cimetière, il dit bah je vais aller leur demander. Il passe devant le cimetière, il va devant la tombe de ses ancêtres, il leur pose la question, il dit voilà, j'ai besoin d'aide, je veux une voiture pour aller travailler. Et il y a son père qui est mort, qui apparaît, qui dit j'ai connu ça, je comprends ta douleur, je t'offre la voiture. Et en sortant du cimetière, une voiture l'attendait. C'est un petit conte, hein, mais ça raconte l'idée que en fait, seuls les morts qui sont humains comprennent nos problèmes à la base. Et après, on va, et en gros, au lieu de faire un cheminement, Dieu, les archanges, etc., quand on fait une demande, on va l'effet inverse. On demande aux ancêtres, et en fait, on va petit à petit vers le haut, selon le type de demande qu'on va faire. Si c'est une voiture, automatiquement, les morts vont comprendre plus facilement que les esprits de la nature, par exemple. Si c'est des sentiments amoureux, joie, peine, etc., bah, ça sera les Jean et les Jeannes, ce sera plus simple. Donc les esprits de la nature, parce que bah, eux, ils comprennent ces sentiments de base. Et pareil, si on attend une élévation spirituelle ou quoi, par exemple, voilà, la guérison, on va aller plutôt vers les saints, par exemple, etc., etc., selon la demande, en fait. C'est hyper intéressant parce que en fait ça a l'air hyper simple et hyper naturel en fait, et de se dire que en fait c'est bah ouais, ça paraît fluide en fait quand tu l'expliques, ça paraît cohérent. Et du coup je me demande, comme il y a toujours un tribut en retour, comment tu arrives à communiquer avec ces esprits-là et comment ils te répondent, comment tu sais que c'est tel tribu qu'il faut donner pour tel bah des fois déjà il y a ce que j'appelle le tâtonnement. En somme, c'est je vais faire un sort, je vais te dire en échange je te donne une part de gâteau, et on voit le sort fonctionne pas. Bon, en échange je te donne un gâteau entier, le sort fonctionne pas. Je te donne 3 gâteaux, là le sort fonctionne, et on connaît voilà, c'est au tâtonnement. En fait, on répète le sort plusieurs fois. Ensuite, plus on va pratiquer et plus on va développer notre médiumnité. Automatiquement, on va travailler énormément avec les esprits. Donc il y a une médiumnité qui se forme. Le houdou est essentiellement et beaucoup, est une pratique qui est beaucoup parallèle à la pratique du spiritualisme, ce qu'ils appellent les spiritismo. Donc le spiritisme est version espagnole. Spiritismo. Donc c'est très parallèle. Beaucoup de root workers sont spirit et beaucoup de spirits sont root workers en Louisiane. Et donc de ce fait, beaucoup développent la médiumnité. Donc ça c'est assez particulier. Et donc voilà. Et ensuite, ça, généralement, ils utilisent cette médiumnité pour savoir ce que l'esprit veut. Ils communiquent littéralement avec l'esprit. Je veux ça. Ok, je te donne ça. Et puis après, il y a une autre version, une autre pratique qui est vraiment la pratique la plus élémentaire. Quand on apprend le houdou, c'est ce qu'on nous enseigne
au bout de quelques mois de pratique, on nous enseigne ça, généralement au bout d'un an, c'est la divination oudou. On utilise des techniques de divination qui va communiquer directement avec les esprits pour avoir les informations nécessaires pour savoir s'ils acceptent de travailler pour nous, parce qu'il y a aussi ça, hein, on peut jeter un sort, mais les esprits n'en ont pas envie de travailler. Hein. Donc s'ils acceptent de travailler pour nous, après s'ils le font, pour quel prix ils le feront, etc., etc. Donc on va utiliser la divination aussi, qui va servir un petit peu à cette notion-là. Ok, trop bien. Et du coup, c'est vachement intéressant, mais je me demande, alors j'ai travaillé un peu avec la haute magie et les rituels Golden Dawn par exemple, et j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire dans l'approche. Est-ce que tu arriverais à faire une différence ou pas? Est-ce que c'est une approche qui est universelle. Je vais dire, je mets au défi n'importe quelle personne de me dire qu'il y a une pratique magique qui suit pas cette philosophie-là ou en tout cas cette structure-là. On va retrouver vraiment, même dans le chamanisme sibérien, même dans le vodom africain, même dans les trucs les pratiques aborigènes d'Australie, on retrouvera toujours cette notion de demander aux esprits du prix à payer. C'est vraiment qu'en Europe, qu'à partir du XXe siècle, qu'on a commencé un peu à déstructurer tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie d'une pratique universelle. On fait venir un esprit, on dit je veux ça, l'esprit nous dit ça coûtera ça, et on utilise la médiumnité ou certains rituels qui va permettre de payer, enfin de comprendre le coût, et en tout cas de comprendre ce qu'il nous demande, quoi. Donc c'est pas aberrant, et c'est pour ça que le houdou est une magie hyper universelle. Je veux dire, toute personne qui a un minimum de bon sens humain, littéralement, parce que c'est une magie naturelle, hein, et de bon sens humain, va, quand il fera face à un sort houdou, va comprendre le sort, va savoir comment il fonctionne, et voilà, c'est pour ça que le houdou aussi est une pratique qui est assez universelle, parce que je veux dire, même culturellement, c'est né vraiment d'une diffusion culturelle, d'une créolisation de la spiritualité, et c'est vraiment cet état d'esprit qui est mis en avant, et de cet état d'esprit, on voit un sort. Quand on se connaît un peu en magie, on dit ok, ça c'est européen, ça c'est africain, ça c'est amérindien, direct. Hein, on arrive à repérer les différentes pratiques, mais c'est des pratiques qui sont universelles. Donc automatiquement, tu dis ah bah, tiens. C'est intéressant de voir que ça se connecte effectivement à une magie instinctive en fait, hein, et du coup je m'interroge parce que dans la culture populaire on entend beaucoup parler de vaudou. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite explication entre quelle est la différence entre le houdou, le vaudou? Ça, c'est important de faire la différence. Le vaudou est une religion. Voilà, beaucoup de personnes associent c'est de la magie, etc. Il y a toujours c'est une blague, mais c'est pas une blague. Généralement, je le dis quand je suis énervé, mais Bouchou dit c'est de la magie noire, et je dis ça c'est putain de raciste, parce que c'est littéralement raciste. D'une, parce que c'est pas une magie déjà. Deux, c'est pas une magie noire, donc négatif. Et trois, c'est pas une magie des noirs, parce que souvent c'est sous ces optiques là que les gens balancent ça. Le vaudou est une religion qui est hyper respectable et qui vraiment suit une philosophie hyper chrétienne sur certains points, et hyper ancienne d'une autre. Dans le vaudou, je retrouve des choses hyper proches de l'hellénisme, par exemple. C'est assez hallucinant. Donc c'est une religion, et c'est une religion qui est vraiment une religion qui est née, qui fait partie en fait. Quand on parle de vaudou, généralement on pense au vaudou haïtien. C'est une religion en fait qui est à la base, provient du Bénin, enfin de l'Afrique de l'Ouest précisément, et qui a été exportée via les esclaves dans les colonies, et en Haïti essentiellement, ils se sont regroupés parce que c'est plusieurs religions vaudou, donc c'est comme les chrétiens, les musulmans, etc. Donc c'est plusieurs religions qui se ressemblent un peu, qui se sont regroupées en une seule et unique pratique, qui est le vaudou haïtien. Qui est littéralement un syncrétisme entre différentes pratiques religieuses d'Afrique de l'Ouest, plus des pratiques chrétiennes, et on retrouve des fois certaines notions un peu franc-maçonnes, ce qui est assez rigolo, parce que ils avaient besoin d'une structure, et vu qu'il y avait un des fondateurs du vaudou haïtien qui était franc-maçon, il a essayé de voilà, cette structure peut marcher.
j'ai dit quelques, hein, je précise, c'est pas une structure franc-maçonne complexe, mais quelques trucs où on dit, tiens, par exemple, il y a 3 degrés, par exemple, c'est con, mais il y a le fameux trois niveaux d'initiation, par exemple, des choses comme ça. Donc, on va retrouver des fois 2-3 structures comme ça. Et le vaudou haïtien, c'est littéralement une religion qui fonctionne sur le principe de la vénération et de la croyance des loas. Les loas, ce sont les esprits, les dieux du vaudou. Et ils ont une philosophie hyper monothéiste, polythéiste à la fois. En somme, il y a le grand maître qui, alors, il a plusieurs noms selon les différents vaudouins, mais il y a le grand maître. En gros, c'est Dieu qui a créé le monde et il a créé les loas ou orishas selon, par exemple, dans la Santeria, ils appellent ça les orishas, mais c'est parce que ça provient d'une autre tribu, notre pays africain. Bref, il a créé les loas et les orishas. Et les loas et les orishas doivent gérer la structure du monde. Donc il y a l'orisha du ciel, de la terre, de la mer, de l'océan, etc. Et puis tu as l'orisha des amours, les orishas, voilà, il y a les loas ou les orishas de chaque truc qui structure le monde qui nous entoure. Et on retrouve quelque chose. C'est très hellénistique parce qu'on je donne un exemple un peu bête, mais le loa ou l'orisha qui s'occupe des amours, c'est celle qui est associée à l'océan et à la mer. Elle est symbolisée par une femme très belle avec une colombe comme symbole. C'est Aphrodite, quoi. Je veux dire. Donc déjà en tant qu'Européens, on reconnaît des trucs, on dit putain, ça nous parle parce que c'est quelque chose d'hyper ancien. Donc ça structure vraiment sur cette optique hyper monothéiste et par exemple un vaudouisant, donc un praticien du vaudou, se définira comme catholique alors qu'il pratique le vaudou. Parce que c'est une structure hyper catholique, hyper croyante. Donc voilà. Et le vaudou est une religion et il pratique, en tant que vaudouisant, tu peux pratiquer la magie, mais ta magie sera du vaudou. Et le vaudou, en fait, c'est littéralement la magie, séparée de toute religion, de toute croyance. Et donc on a plusieurs types de vaudou. Tu as le vaudou haïtien qui est pratiqué essentiellement par des vaudouisants. Donc automatiquement, on va appeler les saints, on va appeler les loas, etc., etc. Et puis il y a le houdou louisianais essentiellement, mais américain, ce que j'appelle américain, dans le sens large, qui lui va structurer autour des ancêtres, autour des saints, autour des esprits de la nature, etc., etc. Ouais, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, faut bien dissocier la question de la croyance et de la religion et la question de la pratique magique. Et que du coup le houdou est une pratique et que le vaudou est une religion, quoi. C'est ça, c'est hyper important parce qu'automatiquement on tombe dans les clichés de, par exemple, les fameuses poupées vaudou. Les fameuses poupées vaudou, tout le monde en parle, et alors qu'à la base on devrait dire des poupées houdou, ça serait le vrai nom en fait. Parce que les seules poupées que tu trouves dans la croyance haïtienne, c'est dans le vaudou haïtien, c'est des poupées qui sont données en cadeau à Erzuli. Donc Erzuli, c'est le loa des amours, c'est des offrandes en fait. Et les poupées genre les catins louisianais, ça c'est plutôt dans la pratique magique et donc dans le houdou. Ok. Trop bien, c'est hyper intéressant d'arriver à faire la part des choses. Merci pour ça. C'est hyper important parce que si on commence si on met pas de limite dans ces croyances-là, on tombe automatiquement dans les clichés ou les hollywoodiens, les clichés cinéma qui a fait que hélas, on va tomber dans des clichés qui, à la base, sont des clichés racistes et qui s'éloignent de la réalité, en fait. Et en effet, dans le vaudou, il y a des sacrifices. Ça, c'est un fait. Dans le vaudou, donc la religion vaudou, il y a des sacrifices, mais les sacrifices sont pas faits pour avoir du sang et l'animal est souvent tué pour pouvoir être cuisiné et partagé dans l'église, la société, ils appellent ça. Mais aussi pour donner, ils font des gros plats, c'est une grosse fête, ils font des plats et ils les donnent aux pauvres. Donc c'est pour nourrir aussi la population. Donc c'est pas un truc genre comme dans les films où ils tuent l'animal et c'est juste pour qu'il y ait du sang partout, genre on est sataniste. Non, c'est juste c'est comme tuer le cochon pour pouvoir fête du village, quoi. C'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un aspect religieux autour de ça. Oui, puis même dans les campagnes françaises, moi quand j'étais petit, on allait tuer le cochon. C'est ça. Voilà, je suis devenu végétarien, mais ouais, mais ça fait pas des gens des satanistes juste parce qu'ils ont tué le cochon. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus une tradition et un moment de célébration. Ouais. C'est ça. Carrément. Mais c'est hyper important de faire cette part des choses. Oui, puis effectivement, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens parce que justement ils connaissent pas et je trouve que c'est important que ce que tu fais là
de ramener à ce que c'est vraiment en fait. Bah, j'essaye. En tout cas, j'essaye à tout prix. Alors, je dis toujours, je ne suis pas celui qui est le meilleur pour parler de vaudou, parce que je suis pas du tout initié au vaudou. J'ai des amis qui sont Gan, donc c'est grand prêtre, façon de parler vaudou. J'ai des amis qui sont Santero, donc grand prêtre de Santeria. Donc, on parle beaucoup autour de tout ça, mais je suis pas celui qu'il faut pour parler réellement du vaudou. Mais j'essaye avec mes mots de faire comprendre aux gens d'éviter de faire cette parallèle en gros cliché du vaudou de la Santeria comme étant quelque chose de négatif, de sataniste ou de je sais pas quoi, parce que c'est au contraire, c'est une religion. C'est comme si on associait le christianisme au satanisme aussi, parce que on n'oublie pas, on bouffe le corps du Christ et on boit son sang, donc c'est cannibale, hein, donc littéralement. Donc est-ce que ça fait de nous, enfin je veux dire, quelqu'un d'extérieur voit ça, il fait un film hollywoodien autour de ça, hein, je veux dire, il y a moyen. Hein. Trop bien. Bah écoute, on pourrait parler de Voodoo pendant des heures. Je te propose de te poser la dernière question. Si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, à nos auditeurs, pour les faire réfléchir sur leur pratique, leur spiritualité, ce serait quoi? Il y a un truc important qui le houdou est essentiellement centré sur le culte des ancêtres. Donc ça, c'est un truc, comme je vous ai expliqué, on va vers les ancêtres, on va vers les petit à petit vers Dieu, quoi. Mais on commence par les ancêtres, et c'est un truc qu'on a perdu dans notre culture européenne. Et la question que je pourrais poser aux auditrices, c'est qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que vous faites vous pour vos ancêtres? Et ça, c'est le truc hyper important. On a un truc qui s'appelle l'hôtel aux ancêtres en Louisiane, qui est un lieu qui est dédié aux ancêtres. Donc selon les branches, c'est différent. Et c'est notre manière de les vénérer tous les jours. Un petit café, une petite cigarette, peu importe. On se connecte. Donc vous, actuellement en Europe, en tant qu'Européenne, qu'est-ce que vous faites pour vos ancêtres? Ça, c'est une grande question qui peut être réfléchie. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer pour vos ancêtres? Parce que rappelez-vous que sans eux, vous ne serez pas là. En bien ou en mal, hein, je veux dire, on peut avoir des ancêtres qui nous ont haïs et pourtant ils nous ont construits. C'est grâce à leur haine qu'on a pu être meilleurs qu'eux. Donc voilà, ma question est là. Trop bien, effectivement, ça pose question et c'est vrai qu'on a tendance à se couper. Et ouais, c'est vrai qu'il y a juste un petit hôtel où on se connecte de temps en temps. Moi, j'en ai à la maison, c'est intéressant, juste par effort de mémoire. Et en fait, effectivement, de se dire qu'il y a quelque chose d'énergétique derrière qui peut aussi nous nourrir, quoi. C'est ça. Et au moins, comme tu dis, l'effort de mémoire. Même si on n'y croit pas à la vie après la mort, même si on pense qu'on risque de les attacher sur Terre, même si dans le houdou, on ne considère pas que c'est possible, il y a cette notion, au moins pour la mémoire, se rappeler qui était oncle machin, tante machin, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est quelque chose, dans ma famille, on en a un, et depuis la mort de mon père, on en a fait un directement, parce que j'ai un peu insisté à ma famille d'en faire un. Et même mon frère aîné, qui est totalement, mais complètement athée, quand il vient, il va dire bonjour sur l'hôtel aux ancêtres, alors que c'est un athée, hein, un vrai athée, et il dit bonjour à tout le monde, bonjour machin et tout. Donc ça fait partie de la mémoire, hein, c'est se rappeler d'eux. Hein. Donc, Trop bien. Bah effectivement, c'est une belle tradition et c'est un bon moyen assez simple de commencer à pratiquer cette magie-là, quoi. C'est ça, parce qu'on se connecte à eux, on apprend d'eux et ils apprennent de nous, parce que c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ont la science infuse, quoi. Ils savent pas que le dernier est né, ils savent pas que, enfin, des détails comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on avait en Europe à l'époque. On l'a perdu, hein, mais moi je me rappelle ma grand-mère qui a ramené, quand il y avait des naissances de bébés, qui a ramené le bébé devant la tombe des grands-parents. Ah bah tiens, le petit est né, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on a perdu, et c'est quelque chose qui est important pourtant, hein, sur notre construction de notre identité. Donc, c'est clair. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Du coup, tu m'as beaucoup intéressé à la voodoo et je pense que je vais m'y intéresser. Mais s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui veulent en savoir plus, comment on peut faire pour en savoir plus? Alors, il y a prochainement en septembre un livre que j'ai écrit sur Marie Laveau qui va sortir, parce que Marie Laveau, ça reste un personnage hyper important dans le houdou. Elle fait partie de ce qu'on appelle les saints populaires. Donc c'est des saints non reconnus par l'Église catholique.
et qui sont hyper priés en Louisiane. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Donc Marie Laveau, donc il y a le livre qui sort dans les éditions Alliance Magique, donc à partir de septembre. Donc ça peut donner vraiment une idée de qui est ce personnage, la magie oudou de Louisiane, comment elle fonctionne. Et après, parallèlement, je donne des cours de oudou, si ça peut intéresser. Sinon, au niveau écriture, il y a prochainement un livre qui a été traduit, deux livres qui ont été traduits, qui vont sortir en septembre et octobre, pareil chez les éditions Alliance Magique. C'est un livre du révérend Malbrousse. Alors le titre en français, je me rappelle plus, mais c'est en gros c'est rituels et charmes de oudou, je crois, c'est un truc comme ça. Et le second, c'est 365 jours oudou. Donc c'est pareil, 2 ouvrages qui parlent de oudou et qui proviennent donc de livres anglais américains. Et donc voilà, ça permettra d'avoir une idée assez large de ce qu'est le oudou et comment il se pratique. Après, bien sûr, le conseil que je donne aux gens, c'est aller en Louisiane. Avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais aller en Louisiane, c'est là où on apprend le vrai oudou. Parce qu'on a beau apprendre dans des bouquins, il faut faire face à des praticiens pour en comprendre le sens. Ouais, c'est intéressant de voir que dans la culture de Louisiane, c'est tellement imbriqué et inclus que c'est naturel et que ça se fait de manière simple, quoi. C'est ça, c'est assez rigolo parce qu'on voit les gens. Alors, il faut pas en parler, mais en même temps, tout le monde est au courant. C'est un truc qui est pas logique. Enfin, c'est le côté puritaniste américain, mais voilà, t'es en train de faire ton rituel oudou devant chez toi, tout le monde te voit, personne ne réagit. Mais par contre, il faut pas dire que ce voisin fait du oudou, quoi. C'est ça. Trop bien. En tout cas, je vous mettrai dans la description tous les liens vers ces ouvrages-là et vers ta formation. Et voilà, je te dis un grand merci pour tout ton apport. C'était hyper enrichissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en 1 heure, c'est difficile à tout expliquer, mais c'est vachement cool au moins. Enfin, j'espère sincèrement au moins que le message important qui passe, c'est prenez soin de vos ancêtres. Deuxième truc, c'est confondez pas vaudou et oudou et respectez les pratiques. Les pratiques qui ne sont pas les vôtres. Voilà, c'est les 3 messages principaux que je souhaite. Très bien résumé. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce voyage en Louisiane t'aura donné envie d'en savoir plus sur cette pratique et que tu ne confondras plus oudou et vaudou. Je t'invite à répondre à la question de Ben, qu'est-ce que tu fais pour honorer tes ancêtres ? Et pour ça, tu peux venir écouter le podcast sur la plateforme Tumult. Ça s'appelle TUMULT. C'est une plateforme qui permet d'interagir avec les auditeurs et les auditrices et avec chacun des épisodes du podcast. Voilà, pour enrichir ton expérience, poser des questions et que ce podcast devienne un endroit un peu plus dynamique. Tu peux aussi te rendre sur la page Instagram les.initiés où tu trouveras toutes les actus du podcast et bien plus encore. Voilà, je te dis à dans un mois, et en attendant, reste magique.